Bonjour Sébastien. Bonjour Benjamin, comment vas-tu? Ben écoute, relativement bien, je vais même très bien, j'ai envie de te dire. On se retrouve une nouvelle fois, on avait pu te découvrir sur le salon de Strasbourg pour découvrir une gamme atypique avec toi, la gamme de chez Rhode Oliver. Et donc aujourd'hui on est sur le salon de Waplage. Je vais pas dire Oyer Plage parce qu'à chaque fois je me fais insulter. J'avais aussi le doute avec ça. Au début je disais Oyer, mais apparemment c'est Wa. C'est Waplage. Donc on est sur ce magnifique salon aujourd'hui et demain tous ensemble. Et donc avec toi aujourd'hui, Sébastien, on va aller plus loin dans notre réflexion de live et d'interview avec toi. Et donc on va pas faire du réchauffé par rapport à ce qu'on a pu faire sur Strasbourg, mais on va compléter. Et donc on a préparé ce live ensemble. Et donc avec toi aujourd'hui, on voulait déterminer qu'est-ce qu'un appât, qu'est-ce qu'un bon appât, quelle est sa mécanique, pourquoi choisir tel appât et pas celui-là. Donc on va profiter de cette petite accalmie dans l'heure du midi pour pouvoir aller un peu plus loin avec toi Sébastien. Donc je vais te laisser la parole et tu vas me donner un petit peu ta philosophie, ta façon de penser, ta façon de comprendre et essayer de nous transmettre cela à travers cette vidéo. Très bien, alors qu'est-ce qu'un appât? Ça c'est vraiment la question en fait. 1 million d'euros, hein, parce que quand on est pêcheur, forcément l'appât c'est l'élément primordial. Alors l'élément, la chose, ça dépend comment on l'appelle, mais justement moi j'aime pas dire que c'est une chose. Hein, parce qu'en fait pour moi, un appât en fait c'est une solution. Hein, c'est pas une chose. Alors quand je dis solution, c'est pas solution à un problème, quoique on peut aussi le voir comme ça. Hein. On peut. Mais une solution d'un point de vue en fait physique. Hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'appât est une solution parce que l'appât est vivant entre guillemets. Hein. Il faut qu'il ait une interaction en fait avec son milieu, avec l'eau, hein, pour que le poisson puisse le détecter. Donc ça, de mon point de vue, d'un point de vue philosophique, on va dire, c'est comme ça que je vois l'appât, comme étant non pas une chose inerte, mais comme étant quelque chose de vivant et on peut dire une solution d'un point de vue finalement en fait de la physique. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que pour que l'appât soit finalement détecté par le poisson, il faut qu'il y ait cette interaction avec l'eau. Et en fait, ça fait appel à plusieurs phénomènes physiques, hein, tout simplement. Donc là, c'est de la science. Hein. Donc l'appât, pour interagir avec l'eau, il a besoin de l'absorber. D'accord? Donc si l'eau ne pénètre pas dans ton appât, il n'y a pas de diffusion et il n'y a pas de détection possible en fait. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut utiliser par exemple des ingrédients hygroscopiques. Hein. Donc l'hygroscopie c'est un phénomène physique, hein, c'est-à-dire que ça attire l'eau. Voilà. Donc il y a des éléments, il y a des ingrédients qui sont plus hygroscopiques que l'autre. Et donc il faut quand on construit sa bouillette utiliser des ingrédients qui sont à fort pouvoir hygroscopique. Donc en faisant ça, une fois que la bouillette sera en fait immergée, l'eau va pénétrer à l'intérieur de la bouillette, parce que là on parle des bouillettes, hein. Et puis une fois que l'eau sera à l'intérieur de la bouillette, en fait par un phénomène, ce qu'on appelle le phénomène d'osmose, hein, en physique, donc l'eau pénètre la bouillette et expulse en fait tous les attractants qu'il y a à l'intérieur. Donc si l'eau ne pénètre pas dans la bouillette, il ne peut pas avoir cette expulsion d'attractants. S'il n'y a pas l'expulsion d'attractants, ben, il n'y a pas d'attraction. Voilà. Donc pour moi un appât, c'est vraiment la base, c'est ça. Il faut que l'appât puisse permettre à l'eau de pénétrer la bouillette pour pouvoir extraire les attractants. Ça c'est le premier élément ultra important. Le deuxième élément, c'est que les attractants qui en sortent, donc ça peut être sous forme de farine ou sous forme de liquide. Hein. Donc sous forme de farine, il faut que ces farines soient hydrosolubles. Parce que si elles ne sont pas solubles, en fait, ça ne sert à rien non plus. Et l'autre élément, c'est que les éléments liquides qui sont à l'intérieur de ta bouillette, eux, il faut qu'ils soient miscibles. Ça veut dire qu'ils doivent se mélanger à l'eau. Et donc tu vois, on a des phénomènes physiques. Alors l'avantage de la physique, c'est qu'on ne peut pas la contredire, hein, contrairement aux opinions de pêcheurs. La physique, ça, on ne peut pas en discuter. Donc les phénomènes physiques qui sont autour de l'appât sont importants. Donc il faut retenir l'hygroscopie, il faut retenir le phénomène d'osmose, il faut retenir la miscibilité, la solubilité. Voilà. Et il y a le dernier élément, c'est l'élément de diffusion. Hein. En fait, la différence entre la diffusion et l'osmose, c'est que la diffusion, en fait, ça sort vers le solvant qui est l'eau, et l'osmose, c'est le contraire, c'est le solvant qui rentre à l'intérieur du soluté, en fait, de la bouillette en espèce. Donc ça, c'est un peu comment moi je vois le concept des appâts, et c'est comme ça que j'ai construit tous mes appâts. Donc en sélectionnant les ingrédients qui répondent à ces problématiques physiques, en fait. Hein. Au-delà de notre ingrédient star, les insectes. Hein. Qu'aurais-tu à répondre à ceux qui te disent que d'une passion simple qui est la pêche,
tu complexifies les choses avec ton discours, avec ta manière de raisonner et de penser. Moi qui est noble, attention, hein, j'aime bien discuter avec des gens qui pensent leur discours et qui aussi ont réfléchi au sujet dans lequel ils pensent. Pour moi, une pêche, ça se réfléchit également avant d'être au bord de l'eau. Il faut savoir analyser la météo, tout ça, savoir aussi analyser les années précédentes, ne pas hésiter à tenir à calepin, tout ça. Pour moi, la pêche, c'est pas juste on jette ses lignes parce qu'on a du temps à tuer, parce qu'il fait beau et parce que c'est tout, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu aurais à répondre? Parce que là, ton discours est très intéressant. Mais qui s'adresse peut-être pas tous à tous les pêcheurs, quoi. Parce que bah voilà, le commun des mortels ne pense pas comme toi. Qu'est-ce que tu aurais à répondre à ça? Ben, quand tu es dans un avion, que tu voyages, tu n'as pas besoin de savoir le piloter, n'est-ce pas? Donc finalement, tu n'as pas besoin de savoir comment ça fonctionne. Seulement, moi, là, je réponds à la question en tant que concepteur de l'appât. Donc c'est comme si tu es concepteur d'un avion, il vaut mieux savoir comment il vole. Donc quand tu es concepteur d'appât, il faut comprendre comment il va fonctionner. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Par contre, en tant que pêcheur, tu n'as pas besoin de forcément comprendre comment ça fonctionne. Par contre, quand tu es dans un avion, bah, tu es bien content que l'avion fonctionne aussi, même sans savoir comment il fonctionne et comment il vole. Donc je pense que quand tu es pêcheur, tu n'as pas vraiment besoin de savoir ou de comprendre tout ça, bien que c'est intéressant. Pourquoi ne pas s'intéresser aussi à ce qu'il y a derrière? Mais quand tu es un concepteur d'appât, bah, si tu t'intéresses pas à ça, bah, tu n'es pas un concepteur d'appât, quoi. Tout simplement, parce que quand tu conçois un appât, le but c'est d'aider en fait les carpistes à prendre plus de carpes. Bon, bah, ça on peut le dire, mais l'important c'est de le faire en fait. Et donc quand tu construis un appât, il faut tout penser vers cet objectif finalement qui est d'aider les carpistes à prendre plus de carpes. Et pour ça, c'est le but principal, bah, c'est d'attirer plus de poissons en fait. Voilà. Et donc moi quand je mets la science au cœur des appâts, bah, c'est pour faire abstraction de mon biais de pêcheur en fait. Parce que le problème que nous avons aux pêcheurs, et moi le premier, c'est qu'on a des biais. Ça peut être parce que le grand-père pêchait comme ça et qu'il il te l'a enseigné comme ça, parce que le voisin a fait comme ça, ou parce que tu as toujours fait comme ça. Mais le problème, c'est que ce sont des biais qui souvent sont mauvais, parce qu'en fait, souvent la façon de faire n'est pas bonne en fait. Et lorsqu'on rationalise tout ça, ben, on s'aperçoit qu'il y a des choses plus intéressantes à creuser, à développer, et voilà, de toujours progresser dans sa pêche en fait. Donc quand moi j'ai conçu la gamme Rod Oliver, ben, comme je t'avais expliqué à Strasbourg, pourquoi je fais les insectes, c'est aussi une réflexion intellectuelle par rapport à ça. Mais c'est pas que les insectes, c'est aussi toute la mécanique de l'appât, parce que les insectes font partie de la bouillette, mais si ta bouillette n'est pas bien conçue, d'un point de vue mécanique, eh ben, tes insectes, ils ont moins d'importance. Donc voilà, moi j'aime bien faire les choses correctement. Donc toujours aller dans le détail, voilà. Mais c'est vrai que le pêcheur qui utilise, si ça l'intéresse pas de savoir, ça ne l'empêche pas de bien pêcher avec. Tu m'avais dit également à Strasbourg qu'un visiteur t'avait intrigué de par sa question parce que tu ne savais pas lui répondre et après tu avais fait les recherches pour parce que je connais ta curiosité légendaire concernant le pH. C'est vrai que quand on y réfléchit, moi qui ai fait de l'aquariophilie, c'est vrai que le pH est très très important pour la mécanique du poisson, de savoir comment il va s'alimenter, se reproduire, ouais. Etc. Et c'est vrai que chaque appât a un pH plus ou moins différent. Ouais. Et donc c'est vrai que moi, en tant que pêcheur, quand je vais au bord de l'eau, je pense pas tous les matins au pH de ce que je vais mettre, à l'eau pour attirer mon poisson. Mais est-ce que du coup, cette réflexion, suite à cette question de ce pêcheur-là à Strasbourg, t'a questionné sur comment faire évoluer ta gamme? Alors ça, je suis en train de travailler sur ce sujet. C'est une bonne question. En fait, c'était un excellent pêcheur, un monsieur qui avait beaucoup d'expérience, qui pêchait la carpe depuis plus de 30 ans. Et il faut savoir que l'utilisation du pH était un peu plus à la mode, entre guillemets, au début de la pêche de la carpe dans les années 90. Et donc là, oui, il m'a posé beaucoup de questions, ce monsieur, et dont cette question-là. Et en fait, la réponse, c'est que le pH des farines d'insectes, la farine que moi j'utilise est de 7,2. Donc il faut savoir que l'échelle du pH, c'est une échelle ouverte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de maximum finalement. C'est un peu comme les tremblements de terre, l'échelle de Richter. Et c'est une échelle logarithmique. Donc ça veut dire qu'un pH de 7, un pH neutre, un pH de 8, est 10 fois plus basique qu'un pH de 7. A l'inverse, un pH de 6 est 10 fois plus acide qu'un pH de 7. Donc, déjà quand on parle des pH, en fait les grandeurs ont l'air petites, c'est-à-dire les différences de pH sont petites par le chiffre, mais dans la réalité de l'échelle, ça peut être très important. Donc ça a forcément une influence sur la pêche. Alors ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut comprendre le niveau de pH du lieu où on pêche.
Généralement, quand on pêche par exemple des tourbières, comme c'est aussi la région, c'est plutôt de l'acide. Pourquoi? Parce que c'est très vaseux. Donc quand on pêche en étant vaseux, généralement, c'est acide. Donc ça veut dire un pH inférieur à 7. Et quand on est dans des zones calcaires, donc dans des carrières, les gravières, etc., c'est souvent des pH basiques, donc des pH qui sont supérieurs à 7. Alors quelle est l'importance? C'est qu'en général, la nourriture naturelle se développe mieux dans les milieux basiques que dans les milieux acides. Donc c'est pour ça que dans les gravières, on voit beaucoup de nourriture naturelle. Et beaucoup de développement de la flore et beaucoup de développement de la faune. La question c'est, est-ce qu'on doit créer un différentiel de pH finalement entre ces appâts et l'eau? Moi je dirais que oui. Pourquoi? Parce que le poisson est habitué à vivre dans un niveau de pH. Alors le pH varie d'un jour à l'autre, hein, ça fonctionne de la météo aussi. Mais on va dire plus ou moins le pH reste acide ou il reste basique. La question c'est, est-ce que la carpe va détecter les variations de pH? Et moi je pense que oui, parce qu'en fait la carpe c'est une véritable usine à détecter les éléments chimiques. La carpe elle se nourrit en détectant les variations et les acides aminés. Donc si elle est capable de détecter les acides aminés, elle est forcément capable de détecter les variations de pH. De ce que j'ai pu lire, de ce que j'ai pu voir, les pH basiques, les bouillettes et les appâts à pH basique fonctionnent bien en milieu acide. Voilà, ça c'est ce que j'ai pu voir. Après, il faudrait pousser vraiment la recherche plus loin. Je n'ai pas encore eu l'occasion de la pousser, mais je vais probablement y travailler cette année. Ça pourra donner l'occasion de développer, pourquoi pas, une bouillette dédiée à des milieux très acides, donc pour les gens qui passent des étangs très vaseux et à l'inverse dans des milieux très basiques. Mais c'est un vaste sujet. Hein. Oui, parce que si on veut, on peut pousser même le bouchon un peu plus loin. Hein. Et on fait de l'aquariophilie, on peut regarder le GH, le KH. Oui. On peut vraiment pousser le vice vraiment plus loin. Après, est-ce que réellement ça a de l'incidence pure ou pas? Ça, chaque pêcheur pourra faire sa propre analyse au bord de l'eau. Moi, ce que j'ai remarqué également, c'est que entre tes produits et ceux que j'ai pu voir j'ai fait plein de salons, il y a un traceur olfactif sur tes produits que je n'ai pas chez les autres. Je m'explique. Il n'est pas agressif. Il est marqué. Il semble naturel chez toi. Chez les autres, il est beaucoup plus fort, beaucoup plus prononcé, qu'on en vient à se dire, est-ce que tout est naturel dans cela? Alors que chez toi, si on me dit que c'est du naturel, je suis pas là à la conception, donc je me base par rapport à ce que tu me dis. J'ai tendance à croire que c'est plus le vrai chez toi que chez les autres. Je dis pas que chez les autres c'est pas le cas, hein. Ou alors peut-être ils ont renforcé l'arôme, hein, j'en sais rien du tout. Hein. Mais je veux dire, il n'y a pas cette agressivité là. J'ai plutôt la sensation que par moment, on a d'abord envie que c'est le pêcheur qui soit pêché plutôt que le poisson. C'est-à-dire que ça, si tu veux, c'est l'erreur basique. En fait, toi qui fais beaucoup de salons, la première chose que tu vois, c'est le pêcheur, il met le nez dans les bouillettes pour sentir. Bon, ça sert alors absolument à rien, parce que d'abord, tu n'es pas une carpe, hein, déjà premièrement, et deux, les sens olfactifs du pêcheur, ça n'a strictement rien à voir avec le sens olfactif de la carpe. Donc, sentir les bouillettes, en tant que pêcheur, tout le monde le fait, je le fais. Je le fais aussi. Ça sert absolument strictement à rien. Mais bon, les goûter, à la limite, c'est plus intéressant. Mais pour répondre à ta question, donc nous, comme tu voyais quand je t'ai présenté la gamme Insect B, donc tous nos produits sont naturels. On a des bouillettes, on a ajouté des arômes. Hein, on a la bouillette, la Maple Nuts, qui est ici la seule en fait de la gamme Insect B dans laquelle on a fait un arôme. Et ici, dans notre gamme Caps and Dreams, on a retravaillé le Scopex et le Mostafa. Le problème dans l'utilisation des arômes, c'est que les arômes de qualité sont très chers, très chers. Donc, ce qui fait que dans beaucoup de gammes de bouillettes, notamment des premiers prix, tu peux pas avoir des arômes de qualité, c'est juste pas possible. Voilà. Donc nous, on est déjà dans une gamme de prix plus élevée, donc on peut se permettre d'aller chercher des arômes qualitatifs. Le deuxième élément, c'est évidemment le dosage. Bien souvent, les bouillettes sont surdosées et ça n'a absolument aucun intérêt. Absolument aucun intérêt. Pourquoi? Parce que ça va perturber en fait la détection par la carpe, parce que la capacité de détection olfactive de la carpe est bien plus importante que la nôtre. Voilà. Et ça sert strictement à rien. Alors je sais qu'il y a, quand on fait des pêches avec une bouillette surdosée, ça c'est un autre débat. Mais quand on doit faire un amorçage, donc quand on achète des sacs de bouillettes entières et qui sont finalement surdosés déjà, ça va pourrir ton coup. Ça va créer une zone de danger pour le poisson, de mon opinion.
et ça va forcément nuire à ta pêche. Donc je pense qu'il faut sous-doser les arômes, si on veut en mettre, c'est pas obligatoire. Moi tu as vu, il y a une bouillette sur deux, il n'y a pas d'arôme, hein. Et après il y a des bouillettes où j'ai voulu marquer. Mais tu as pu voir que nos arômes n'ont pas de relent alcoolique. Hein, quand tu ouvres les bouillettes, le problème souvent c'est le relent alcoolique. Et ça c'est très mauvais pour la pêche. Voilà. Nous on n'a pas de relent alcoolique parce qu'on utilise on utilise des arômes de grande qualité et ce sont des arômes qui sont sur un solvant qui est le monopropylène glycol. Et ça évidemment ça change tout. Et quand je te parlais au début de l'hygroscopie, hein, la première discussion qu'on avait, le monopropylène glycol a trois grandes, on va dire, fonctions. Un, c'est un stabilisant. C'est pas un stabilisant de nature, mais il sert à stabiliser. Comment? Parce qu'en fait, il absorbe l'humidité. Et donc, il empêche les champignons de se développer. Mais le deuxième élément, c'est qu'en absorbant l'humidité, et sachant que ce produit-là est en plus miscible dans l'eau, il va améliorer la diffusion de la pâte. Et en plus, c'est le solvant de nos arômes. Et comme lui-même n'a pas d'agressivité olfactive, c'est pour ça que nos arômes sont de grande qualité et non pas de relent alcoolique qu'on trouve dans tous les arômes pour la pêche à la carpe. Eh bien écoute, donc tu as mis le doigt sur la deuxième différence en fait. C'est ça. Les insectes, ça c'était notre première différence. Et la deuxième différence, c'est la qualité très très grande de nos arômes en fait. Oui, moi c'est ça que j'ai remarqué beaucoup chez toi. C'est qu'il y a un souci du détail du début jusqu'à la fin. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Non. C'est si quelque chose est là, c'est parce qu'il doit être là. Oui. C'est pas juste du superflu, c'est pas juste pour faire comme tout le monde. C'est vraiment donc tu marques une certaine différence et c'est pas le fait de vouloir marquer une différence pour le plaisir de la marquer pour dire je suis différent. Pas du tout. C'est je suis différent parce que j'ai une façon et une vision des choses et une conception des choses qui est différente de ce que vous avez déjà sur le marché. Et c'est ça qui est très intéressant avec toi. Et c'est ça que j'apprécie grandement dans ta façon d'être et dans ta façon de t'exprimer et dans ta façon de présenter tes produits. Parce que c'est pas juste un discours, c'est aussi une application sur ceci. Parce que moi je le vois. Je le vois, ça se voit déjà à l'œil, ça se voit déjà aussi au nez. Hein, malgré que, comme tu l'as dit, ça sert pas à grand chose. Mais déjà, on le fait tous, je veux dire moi aussi. Je le sens déjà la différence. Voilà. Donc si je sens déjà moins une différence, je me dis que le poisson éventuellement va sentir aussi une différence par rapport à moi. Donc je trouve ça très très intéressant. J'ai hâte de faire un second live avec toi demain. Dites-nous dans les commentaires les amis sur quel type de sujet vous aimeriez que Sébastien réponde à mes questions parce que il y a 1001 sujets sur ce type d'appât et de stratégie. Et aussi de comprendre son biotope et son environnement. Et donc on pourrait y passer des heures. Mais pour rendre cela très intéressant, on va faire un deuxième live. Qu'est-ce que tu en penses, Sébastien? Bah écoute, on pourra voir ça demain. Et puis ce qui sera intéressant, c'est d'expliquer, parce que tu as dit que je laisserai au hasard, ce qui est vrai. Hein, tous les ingrédients, d'abord, tous les ingrédients sont accessibles sur mon site internet, www.rodoliver.com. Là on trouve toute la liste d'ingrédients. Et chaque ingrédient a une utilité, ça tu l'as bien compris. Ça sert à rien de faire une somme d'ingrédients. Ce qui est important, c'est que chacun ait une utilité et surtout que les interactions entre les ingrédients ne soient pas négatives. Un peu comme on aurait des interactions médicamenteuses, il faut faire attention. Dans les ingrédients, c'est pareil. Et demain, on pourra très bien discuter pourquoi une bonne bouillette est toujours meilleure qu'une mauvaise bouillette, par exemple. Très intéressant. C'est une belle idée de thème. Dites-nous dans les commentaires si ce thème-là vous passionne. En tout cas, moi, il me passionne. Il me hype, comme j'ai envie de dire, comme les jeunes peuvent le dire. En tout cas, Sébastien, je te remercie de m'avoir accueilli encore une fois sur ton stand. D'autres projets sont peut-être en préparation ensemble. Qui sait, on verra. On va vous les annoncer en temps et en heure. Un petit teasing, mais je n'en dis pas plus. En tout cas, je te souhaite un bon salon en espérant que un max de visiteurs puissent venir découvrir cette marque atypique, hein, cette gamme de produits qui est vraiment à part sur le marché, voilà, qui n'a pas son pareil. En tout cas, moi, j'en ai pas vu pour le moment. Qui sait, tu vas peut-être inspirer des vocations dans le futur. C'est le but. Et puis, on se retrouve nous ce soir. Mais sans les caméras, les amis. Ça sera le dîner des exposants où on aura l'occasion de pouvoir échanger avec chacun pour de futurs projets, de futurs lives. Merci à toi, Sébastien. Merci beaucoup, Benjamin, et à bientôt.